Bonjour, c'est un peu difficile de passer après les témoignages de Christelle et Philippe, et vous verrez tout à l'heure les témoignages de Sandra et Diane qui sont assez poignants aussi. 3 femmes et un homme impressionnant de dignité qui se sont transformés en aidants du fait de la maladie de leurs enfants ou de leurs parents. Et ce, sans forcément en avoir conscience, comme le dit Christelle qui relaie sa maman au chevet de son papa atteint d'Alzheimer. Ils l'ont fait parce qu'ils devaient le faire. Dans leur travail, certains, comme Sandra, dont la fille souffre de diabète sévère, se sont heurtés aux règles administratives. Elle et ils s'interrogent sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Leur salut vient souvent de leur manager, comme celui de Philippe, le père du ruban Paul, qui lui permet d'être 100% en télétravail. Jusqu'à Sandra, qui triche sur ses jours d'enfants malades, parce qu'elle ne veut pas prendre des RTT pour s'occuper de sa fille, avec l'accord de ses chefs. Évidemment, ce n'est pas recommandé. Pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir des intervenants et des entreprises qui ont pris à bras-le-corps la question des aidants et qui ont fait de cette question un enjeu stratégique. Honneur aux dames. Marianne Carmoal-Berthomé, vous êtes directrice des politiques sociales, membre du comité exécutif du groupe Caisse et Dépôts, le bras armé de l'État dans l'économie. Christian Schmitt de la Brélie, vous êtes directeur général du groupe de protection sociale Clésia, qui propose des produits de complémentaire santé, de prévoyance et de retraite. Adil Beza, vous êtes directeur des ressources humaines de Sanofi France, le premier groupe pharmaceutique français. Et Karim El Ouatassi, vous êtes directeur de la qualité de vie et des conditions de travail à la Poste qu'on ne va pas présenter. Je vous propose que nous structurions notre débat en 3 points. 1. Ce que vous faites en tant qu'employeur pour aider vos salariés aidants. 2. Si c'est dans vos compétences, ce que vous faites pour proposer des produits ou services aux aidants. Et 3e point, comment vous envisagez l'évolution de la prise en charge des salariés aidants dans les entreprises et sur ce qui serait à faire au plan législatif. Nous avons la chance d'avoir parmi nous une ancienne conseillère sociale de notre première ministre, donc on en profitera. Donc, premier point, ce que vous faites en tant qu'employeur pour aider vos salariés aidants. Comment est-ce que vous avez identifié le besoin de soutenir les salariés aidants? Depuis quand? Diriez-vous qu'il s'agit d'un enjeu stratégique, voire d'un actif stratégique, comme le disait la ministre du Travail à l'instant? Voilà, selon le baromètre Aider et travailler, 98% des salariés pensent que l'entreprise doit contribuer à trouver des solutions concrètes pour les aidants, leurs collègues et leurs managers. Donc, Adil Beza, chez Sanofi, vous avez été pilote, car vous avez signé dès 2014 un accord collectif dédié à la dépendance et à l'accompagnement des salariés aidants. Vous avez depuis reçu plusieurs prix, dont le prix Entreprise et salariés aidants en 2017. Comment est-ce que chez Sanofi, vous avez identifié ce besoin? Depuis quand? Depuis quand? 2014. Et diriez-vous qu'il s'agit d'un actif stratégique? Merci beaucoup. En effet, entreprise de la santé, très rapidement, la société s'est rendue compte que la situation des aidants était un élément déterminant et déterminant aussi pour la société dans laquelle on opère. Et du coup, ça s'est transformé en réponse à un enjeu de société et pour plusieurs raisons. 1, parce qu'on avait des salariés en situation d'aidance à accompagner. 2, parce que, on l'a entendu ce matin, un salarié sur 6, très certainement un salarié sur 4 d'ici à 2030, la tendance va le faire qu'augmenter. Et pour plusieurs raisons, des raisons de vieillissement de la population, mais aussi pour des raisons malheureusement d'accroissement des maladies chroniques.
Donc chez Sanofi, ça s'est concrétisé très très rapidement par un accord dédié à la dépendance dès 2014, mais ça a été aussi accompagné par différents dispositifs pour créer un environnement permettant à chacun et chacune d'être bien au travail. Et en quoi c'est un enjeu stratégique? C'est un enjeu de performance. Quand on est bien au travail, on est plus performant. Et donc Sanofi a orienté sa politique de bien-être au travail autour de 4 thématiques. La santé physique, la santé mentale, la sécurité financière et tout le travail autour de créer un environnement permettant de libérer la parole et permettant à chacun et chacune de pouvoir être accompagné face à ces situations de moments de vie particuliers. Il y a 3 éléments pour pouvoir répondre à cet enjeu de performance. Un élément, je dirais, lié au leadership, au sponsorship, au plus haut niveau de la société. Donc, mettre à l'agenda de l'entreprise cet élément-là comme un enjeu de performance permet aussi d'obtenir la validation, l'autorisation et je dirais l'accompagnement nécessaire et les moyens nécessaires pour mettre en œuvre ces outils et ces moyens. Le deuxième élément, c'est de développer une culture autour de comment bien accompagner, sensibiliser, informer, acculturer. Et c'est l'aspect culturel. Et le troisième élément, et l'élément sur lequel on a le plus travaillé, c'est mettre en conformité nos politiques et nos pratiques. On l'a vu au travers d'un accord sur les danses, mais cet accord sur les danses a été complété par beaucoup d'autres dispositifs de façon structurée, des accords sur le temps de travail, et la facilitation à l'accès au temps partiel, des dons de congés d'un salarié à un autre pour permettre à celles et ceux qui en ont besoin de disposer de temps rémunéré, de l'aménagement télétravail, et on l'a vu au travers des témoignages, quand ce n'est pas forcément évident, on a structuré le recours à télétravail et la facilitation de ce recours-là. On a vu aussi également la peur. Quand on a vu la peur, c'est tout l'enjeu de créer un environnement pour pouvoir libérer la parole et laisser chacun et chacune pouvoir librement partager sa difficulté rencontrée. Et donc on a eu également structuré l'approche autour du nombre de congés spéciaux. Allant de 5 jours quand on a un enfant en situation de handicap jusqu'à 20 jours quand on a à accompagner un aidé atteint d'une maladie grave ou dans une situation difficile. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est beaucoup de leadership et de sponsorship, une culture pour créer un environnement permettant de libérer la parole et adapter les pratiques RH et les process RH pour pouvoir concrétiser et passer à l'action sur ces sujets-là. Merci beaucoup. On va continuer en avançant dans le temps. Karim El-Ouatassi, à la Poste, vous avez mis en place en 2017 un certificat d'aidant familial et 5000 collaborateurs l'ont déjà obtenu. Et en fait, on s'est intéressé au sujet de l'aidance à partir de 2014, quand on a... Vous aussi, donc vous, à peu près en même temps que ça. Oui, c'est ce que je me disais en vous écoutant, en posant notre stratégie qui était d'accompagner, comme l'a toujours fait la Poste, les transformations de la société. Et en fait, on avait effectivement dans ces transformations, transformation des territoires, transformation digitale, transformation des climats, on avait aussi cette transition démographique à accompagner. Et on ne pouvait pas s'occuper des transformations de la société sans commencer, ou en tout cas s'intéresser en même temps à nos propres salariés et employés. Et ça s'est traduit ensuite par la signature d'un accord. On a signé notre deuxième accord en juillet dernier. C'est un accord unanime avec l'ensemble de nos partenaires sociaux, ce qui montre que le sujet a beaucoup progressé dans l'entreprise et on partage tous la maturité avec laquelle il faut le prendre. Donc je vais un peu rentrer dans le détail parce que je pense que ça peut être intéressant de partager. Sybille Lemaire le disait tout à l'heure, les solutions des fois elles sont assez simples et je voulais justement, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. D'abord effectivement on a créé ce certificat aidant. On a un processus avec nos réseaux d'assistants sociaux internes et on délivre selon un processus bien cadré un certificat et qui est la base de tout, qui va être le démarrage de tout. Et aujourd'hui, on a 5000 aidants et presque 6000 certificats, ce qui veut dire qu'on a des personnes qui commencent à rentrer en situation de multi-aidance. Un parent âgé, un enfant en situation de handicap. De salariés en tout? On a 160 000 salariés.
Donc 5 sur 160, ça fait 3% de... Voilà. Et en fait, on pense, si les chiffres continuent à augmenter, dans quelques années, on aura peut-être 30-40 000 salariés qui seront en situation d'aidance, d'autant que la population au travail vieillit, avance en âge, avec les évolutions notamment de l'âge de la retraite. Et donc, ce sujet devient crucial. Et ce qui est intéressant, et ce que nous a appris notre accord, alors on avait des choses qu'on retrouve dans de nombreux accords, c'est-à-dire des jours d'absence, ça facilite les choses, une gestion d'un fonds de solidarité qui est très bien alimenté, c'est-à-dire que les postiers alimentent beaucoup ce fonds pour leurs collègues. Pour tout vous dire, ce fonds aujourd'hui, il est excédentaire, on a 6000 journées qui ne sont pas utilisées. Et de même, les journées de congé qu'on a prévues dans notre accord, en fait, chaque aidant n'en prend qu'une demi. Et ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend qu'en fait, nos salariés sont beaucoup plus intéressés par l'organisation du travail. Les aidants ont beaucoup plus besoin d'une meilleure organisation du travail que 2 jours, même si des fois, ils ont besoin de jours dans des situations et des fois, ils ont recours. Et chez nous, ils peuvent avoir jusqu'à 90 jours, mais ils ont beaucoup besoin d'organisation. Et c'est le plus difficile parce que là, il y a des murs de verre à casser, puisque c'est difficile dans l'organisation du travail de concilier le travail de l'entreprise, les services que doit rendre l'entreprise, surtout quand on a des salariés qu'on peut appeler, depuis la crise Covid, des salariés de première ligne. On a des gens qui sont en train de livrer des colis, dont on a besoin aussi dans la société, de distribuer du courrier, de recevoir des clients à un guichet dans un bureau de poste dont vous êtes toutes et tous clients à un moment ou un autre. Et cette conciliation, elle n'est pas toujours facile. D'ailleurs, on a eu une discussion juste avant d'entrer avec un de nos représentants syndicaux sur un des sujets, un des cas. Mais je pense que ce sont ces discussions avec les managers, des discussions dans le dur, dans le vrai, qui font bouger les mentalités. Et on a eu 1000 aidants qui se sont identifiés de plus en 2024. Et je pense que c'est le signe qu'on a cassé la barrière culturelle ou la peur, on s'est affranchi de la peur de se déclarer aidant. Ça veut dire que quand même, dans la majorité des cas, les managers sont à l'écoute, l'environnement de travail est à l'écoute, et ça me paraît important. C'est aussi, je voulais le signaler chez nous, une forte cause en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes, puisqu'on est à 73% chez nous de femmes aidantes. Donc c'est à la fois un sujet de vieillissement et de seniorité, mais c'est aussi un très fort sujet d'égalité professionnelle. Oui, malheureusement, c'est souvent les femmes qui sont les plus concernées. Oui, en très grande majorité chez nous, donc plus que la moyenne nationale. Et donc c'est un sujet. Alors pour finir, comment on raccroche ça à la performance également ? Je trouve qu'il y a un indicateur qui est tout simple, qui reflète toutes les difficultés des aidants, en tout cas une bonne partie des difficultés, c'est l'écart d'absentéisme. En fait, on a un écart d'absentéisme qui est de 15 à 16 jours selon les études. Et si on s'attaque à ce sujet et qu'on prend à bras-le-corps le sujet des aidants, l'entreprise y gagne en performance très largement, c'est-à-dire par ses accompagnements, ses aménagements. Elle permet d'améliorer, vous le disiez, la qualité de vie au travail, et donc c'est un facteur d'engagement, mais et très concrètement aussi la performance économique de l'entreprise. Merci beaucoup. Christian Schmitt de la Brilly, vous êtes chez Clésia, vous avez signé en 2021 un accord d'entreprise en faveur des salariés qui a été reconduit, donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place. Oui, par rapport aux interventions de nos 2 précédents acteurs du social, je n'aurais pas grand-chose à rajouter dans les différents termes qui se retrouvent assez communs à nos grandes entreprises ou nos ETI. Profondément, la notion d'aidance pour Clésia, c'est d'abord le métier de Clésia, que vous l'avez dit tout à l'heure, debout sur 2 jambes, à la fois la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco, avec tous les retraités qui sont derrière, et l'accompagnement en assurance de personnes de 300 000 entreprises, des très grandes et des plus petites. Et à travers ces sujets-là, très clairement, on doit respirer en interne ce que l'on propose au-delà de nos solutions financières comme accompagnement à l'externe. Et donc, à ce titre, finalement, lorsqu'on a, par exemple, initié, on en parlera tout à l'heure, un certain nombre de labels sur l'aidance avec d'autres entreprises, Sanofi qui est à la fois un de nos clients et labellisé Capandéo, par exemple, dans ce dimension-là, eh bien évidemment, on se l'est appliqué d'abord à nous-mêmes.
Donc voilà un certain nombre de logiques que l'on a à travers un certain nombre d'accords d'entreprise, bien évidemment, de flexibilité du travail, de dons de RTT, de tout ce qu'on peut imaginer, de capacité à reprendre sur son CET, enfin tout ce qui peut accompagner cette démarche-là. Mais au-delà de tout ça, finalement, de tester, de faire vivre d'abord en interne, finalement, les produits d'accompagnement que l'on diffuse en externe. Après, c'est un peu comme le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Si vous n'avez pas d'initiative de la part des dirigeants pour exprimer toute la bienveillance sur ce sujet-là, globalement, vous ne voyez pas fleurir l'identification. Il faut que ce soit poussé au plus haut niveau. Des personnes qui la mettent en œuvre. Et là, très clairement, alors, les critères des personnes en situation de handicap sont assez pragmatiques dans cette dimension-là. Et si je fais une analogie entre les deux systèmes, le fait de mettre en avant une solution de reconnaissez-vous, vous pouvez élever sans une embauche externe complémentaire de plusieurs points le taux de handicap dans l'entreprise. La même nature vis-à-vis d'un salarié aidant, et on l'a dit tout à l'heure, un salarié aidant, enfin un aidant moyen c'est 53 ans, et un salarié aidant, il a exactement l'âge moyen d'un salarié non aidant. Donc c'est la même chose. Et donc de partir de cette impulsion, je ne veux pas dire que l'aidant est un actif stratégique, non. Je suis une entreprise de service. Les femmes et les hommes qui composent la maison Clésia sont par essence même un actif stratégique. Donc si 25% d'entre eux sont touchés de près et de loin par l'aidant, il est normal que je protège mon actif stratégique sur ce sujet-là. Donc toutes ces démarches positives, qu'elles soient issues de direction des ressources humaines ou de manière plus large, et c'est peut-être plus facile pour Clésia que d'autres entreprises dans ce domaine, puisque c'est notre métier finalement d'accompagner à la fois ces transitions de vie, je pense à la retraite complémentaire ou les situations les plus fragiles, je pense à l'assurance de personnes. Globalement, c'est un sujet qui doit aussi venir de la tête en matière d'initiative. Merci beaucoup. Marianne Carmoil-Berthomé, à la Caisse des dépôts, en 2022 notamment, vous êtes associée à l'Association française des aidants pour initier le Café des aidants. Alors effectivement, à la Caisse des dépôts, comme dans les autres entreprises qui viennent d'être citées, l'enjeu de l'aidance est arrivé comme, j'allais dire, comme une évidence, avec évidemment les sujets de transition démographique et donc la nécessité en fait de répondre à des besoins des collaborateurs qui sont déjà présents aujourd'hui mais qui seront de plus en plus présents demain. Donc il y a un enjeu aussi d'anticipation des besoins des salariés. La politique de l'aidance, c'est vraiment une politique multi-acteurs. C'est-à-dire que l'entreprise a un rôle à jouer et il faut qu'elle le joue et il faut aussi que les grandes entreprises puissent être un peu moteurs et montrer le modèle ou les solutions par rapport aux plus petites entreprises, évidemment aux côtés des autres acteurs et des autres intervenants et politiques qui sont conduites par les acteurs de soins, par l'État, par les collectivités territoriales. Donc, l'enjeu stratégique pour une entreprise, c'est à la fois accompagner les transitions démographiques, les transitions professionnelles. C'est un vrai enjeu d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Et puis, c'est un enjeu, effectivement, de performance des collaborateurs. Mais au-delà de performance, c'est vraiment la qualité de vie au travail, avec un enjeu qui a été mentionné dans le reportage et qui est très important, qui est l'enjeu aussi de la santé et du bien-être physique et mental des aidants, avec beaucoup d'aidants qui s'ignorent. Et donc, cette politique, elle se traduit par un enjeu de repérage. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir identifier au sein des entreprises qui est concerné. À la Caisse des dépôts, ça se fait de deux manières. Effectivement, à la fois à titre individuel, avec le rôle qui est joué par les équipes de RH de proximité et le service social ou le service médical. Et puis de manière plus collective, avec effectivement ces initiatives pour aussi essayer de libérer la parole sur le Café des aidants, qui permettent à la fois d'échanger et puis de faire de ce sujet
un vrai sujet de dialogue entre les collaborateurs. Après, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, par rapport aux chiffres qui sont donnés par l'adresse ou qui ont été rappelés ce matin, le fait de dire qu'un salarié sur 4 d'ici 2030 sera aidant, le recours aux dispositifs en tant que tels qui ont été mis en place dans le cadre des accords avec les organisations syndicales, il est aujourd'hui relativement faible. Et donc on a un vrai enjeu de libérer la parole et d'aller vers. À la Caisse des dépôts, c'est 1% des collaborateurs qui ont recours aux dispositifs qui ont été mis en place dans le cadre des accords. C'est 80% de femmes, donc c'est effectivement un vrai enjeu d'égalité hommes-femmes. Et puis, c'est à la fois être aidant pour des ascendants ou pour des conjoints. Et c'est vrai que le sujet, on disait que l'âge moyen des collaborateurs, alors à la Caisse des dépôts, c'est 46 ans, l'âge moyen des aidants salariés, c'est 42 ans. Et donc, on est vraiment dans cet enjeu de pouvoir accompagner à travers différents leviers. Alors, les solutions, elles ont été évoquées par les autres entreprises. C'est vrai qu'on a vraiment un enjeu. Ce qu'on attend de l'employeur, c'est d'abord un sujet de flexibilité. Et donc, de pouvoir organiser ces temps de travail, ça passe par différentes solutions qu'on a mis, nous, en place dans le cadre des accords. La possibilité d'une semaine en 4 jours, la possibilité de télétravail dérogatoire, pouvant aller effectivement jusqu'à 90 jours de télétravail. Avec une difficulté, c'est que souvent, en fait, à travers le télétravail, du coup, on ne connaît pas la situation des danses, parce qu'en fait, ça cache un certain nombre de collaborateurs qui jouent sur l'organisation des temps, surtout quand on est sur des entreprises comme la Caisse des dépôts, qui sont des entreprises voilà, de services. Et puis, les sujets des dons de jour, effectivement, à la Caisse des dépôts comme à la Poste, on a plus j'allais dire, la bourse, elle est plus importante que l'utilisation de cette bourse des dons de jour. Et donc, c'est vrai qu'on essaye aussi, il y a un peu, on avance en marchant et on teste les dispositifs avec cet objectif de flexibilité du temps de travail. Et donc, il y a un nouvel accord qui a été signé à la Caisse des dépôts en décembre 2024 qui vise à essayer de renforcer les dispositifs mis en place, des jours d'absence autorisés en tant qu'aidant, identifier aussi un statut de l'aidant, ce qui permet ensuite de faciliter le parcours et l'accès aux dons de jour. Ce n'est pas du tout stigmatisant, mais ça permet en fait de faciliter aussi les aides qui peuvent être octroyées. Et puis, de pouvoir aussi travailler sur les mobilités géographiques. Parce que souvent, la difficulté, c'est qu'on a un parent aidant qui est à l'autre bout de la France. Et donc, que ces salariés-là soient aussi prioritaires dans les mobilités géographiques. Et puis, un dernier élément, au-delà de la flexibilité, ce qu'on attend aussi de l'entreprise, c'est qu'ils puissent donner de l'information. Et donc là, c'est un peu un nouveau métier aussi pour les services RH et les services sociaux. C'est comment orienter en fait nos salariés, donc les cafés des aidants, mais aussi voilà, les autres dispositifs vers lesquels on peut les orienter. On parlera peut-être tout à l'heure de Ma Boussole Aidant, qui fait partie aussi des initiatives de nos entreprises, pour que les aider à connaître les dispositifs d'aide. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble et un continuum d'éléments d'accompagnement, flexibilité du travail et vraiment essayer de lever les freins, de lever les tabous sur cette question. Merci beaucoup. Est-ce que vous cherchez à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et ou seulement les managers à la situation des aidants? Quels sont les bénéfices concrets pour vos entreprises? Comment, et on a parlé, Sybille parlait tout à l'heure de développer des soft skills de vos salariés. Est-ce que les danses permet effectivement de vous constater que les danses permet de développer ces soft skills, pardon. On dit, un sondage dit que 7 salariés aidants sur 10 ont acquis de nouvelles compétences grâce à les danses et 9 sur 10 sur la gestion des priorités ou l'organisation du temps de travail. C'est quand même des chiffres assez spectaculaires. Karim El Ouatassi, à la Poste, vous dites que le certificat d'aidant est un outil gagnant-gagnant pour le salarié et l'entreprise. En quoi? En fait, dans notre dernier accord, on a introduit effectivement cette idée que les aidants avaient acquis, comme ça a été dit en début de juillet dernier. On a introduit l'idée qui a été aussi évoquée ce matin qu'en fait, quand on est aidant, effectivement, on développe des capacités, des compétences qui sont utiles dans le monde de l'entreprise. Et donc, on s'est mis d'accord avec nos partenaires sociaux syndicats pour
tâcher d'élaborer une méthode qui permette d'évaluer ces compétences et d'évaluer l'amélioration des compétences sur la période d'aidance pour pouvoir ensuite les utiliser. On est aujourd'hui dans une prospective, c'est-à-dire qu'on monte un pilote pour faire cette évaluation et arriver à repérer quelles sont les compétences qui ont monté, comment elles ont monté, et finalement comment une situation d'aidance, au lieu d'abîmer une carrière, pourrait même la favoriser par cette reconnaissance des compétences émergentes. Alors vous dites valoriser, mais identifier, mais il faut valoriser derrière. Oui, c'est-à-dire que si les compétences on arrive à mesurer cette élévation des compétences dans certains domaines, en fait, l'idée c'est que le management soit au courant de cette montée de compétences, qu'on lui donne des éléments objectifs en fait de décision, mais aussi le salarié lui-même, parce qu'on l'a vu assez souvent, en fait, l'aidant, il considère qu'il a assumé sa situation, qu'il doit éviter de perturber le fonctionnement social dans sa vie privée, mais aussi dans sa vie professionnelle. Et donc, c'est important aussi de lui montrer qu'il y a quelque chose qui a bougé grâce à ça et qui peut être favorable à son parcours professionnel dans l'entreprise. Donc ça me paraît être un point important, à la fois d'amener une mesure objective pour arriver à le qualifier à la fois pour le manager comme pour le salarié, ce qui entraînera ensuite naturellement des décisions managériales, mais au milieu de tout, parce qu'on peut avoir progressé en compétences pour d'autres raisons que les danses. Et donc l'amélioration des compétences à travers les danses fera partie des éléments qui permettront de prendre des décisions d'avenir professionnel. Merci. Adil Bézin, chez Sanofi aussi, vous travaillez sur ces questions. Enfin, vous réfléchissez à ces questions. On est un peu moins avancé, je dirais, dans le dialogue social pour vraiment structurer pleinement l'identification d'une compétence dédiée ou liée à la situation des aidants. Mais je reviendrai sur votre question autour de est-ce qu'on sensibilise les collaborateurs ou simplement les managers. À partir du moment où on souhaite créer un environnement permettant de libérer la parole, la contrepartie, c'est bien évidemment d'équiper les collaborateurs, mais aussi et surtout les managers à gérer les situations auxquelles les collaborateurs dont ils ont la charge font face dans leur vie quotidienne. Quand on dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on met en place des accords, quand on adapte nos process, quand on les améliore, il faut informer, équiper, former les managers et toutes celles et ceux qui vont animer la vie d'entreprise au travers de l'utilisation de nos politiques et de nos process. Il faut aussi et surtout donner du sens de pourquoi on le fait. On répond à des enjeux de société, on l'a vu. On répond aussi à une finalité, je dirais, sociétale, un véritable purpose, mais aussi, on a fait le lien ce matin, on l'a vu, à un enjeu de performance et rappeler que c'est aussi un enjeu de performance et que le bien-être au travail et être bien au travail se traduit par de la performance économique au travers de différents indicateurs qu'on a vus, réduction d'absentéisme, mais simplement une augmentation de l'engagement et de la motivation. On aimerait aller de plus en plus vers une organisation qui est basée sur les compétences et faire des choix d'évolution et de gestion de carrière, non plus au regard des postes qu'on a tenus, mais plutôt au regard des compétences qu'on a développées. Et pour pouvoir le faire, il faut équiper nos managers sur l'identification des compétences que l'on déploie, que l'on développe quand on est en situation d'aidance. Et Madame la ministre l'a très bien illustré ce matin, elle l'a elle-même éprouvé, résilience, adaptabilité, gestion complexe, gestion des émotions, identification des émotions et adaptation face à ces situations. Si on enlevait le contexte de l'aidance et qu'on disait qu'on décrivait exactement ces compétences-là, je crois que chacun d'entre nous dans cette salle se reconnaîtrait le besoin de les mettre en œuvre quotidiennement, quel que soit le métier que l'on occupe. Donc oui, quand on est en situation d'aidance, on développe des compétences. Et la première chose sur laquelle on essaie de travailler, c'est de faire reconnaître l'organisation des compétences développées, mais avant tout de faire reconnaître la personne qu'elle est en train de développer ces compétences-là, qu'elle est en train de les acquérir et qu'elle devra aussi apprendre à les faire valoir. Voilà. Très bien, je propose qu'on passe au deuxième point. Donc après avoir vu ce que vous faites en tant qu'employeur pour aider vos salariés aidants, qu'on aborde la question des produits et services que vous proposez aux aidants. Donc Christian Schmitt de la Brélie, chez Clésia, vous avez conçu pas mal d'outils, notamment Kit Aid.
un kit pratique pour les entreprises et les salariés aidants. Vous êtes à l'initiative du label ESA Capandéo. Enfin, vous avez, il y a ma boussole aidant. Donc vous allez nous expliquer en quoi. Et manifestement, les autres entreprises aussi sont concernées par ces. Alors oui, très clairement, comme je disais, on respire en interne ce que l'on propose à nos clients. On voit bien que cette logique d'aidance, elle est prégnante, elle est présente, elle est installée dans nos entreprises. La première chose, c'était de les aider. D'aider toutes les politiques de ressources humaines, vous parlez de formation des managers, d'accompagnement finalement à avoir ce sujet-là, et a été mis en place à notre initiative par une société tierce, un label qui s'appelle Capandéo, sur lequel, soutenu par le cas échéant l'Agir Carco, on a finalisé globalement aujourd'hui plus de 70 entreprises, de grandes entreprises ont été labellisées, dont Sanofi, je le disais tout à l'heure, c'est couvrant à peu près 355 000 salariés, avec un objectif de doubler à la fin 25. Donc vous voyez que ça se démultiplie, c'est atteignable, hein, sincèrement, et qui donc d'apporter finalement des sujets qui sont la méthodologie pour le faire. Le deuxième sujet, c'est d'avoir un kit apostrophe aide. Donc finalement, derrière, dans ce dédale de l'administrativo-médico-social, je ne sais pas si de près ou loin vous avez fait une demande de PCH, d'accompagnement de sujets où vous avez trouvé le bon prestataire de service, etc. Voilà. Et finalement, dans ces dispositifs, comment est-ce que, de manière simple, on a, à travers ces kits aides, à diffuser, via les directions des ressources humaines, de proposer ces sujets-là dans ce domaine. Et de manière, je parlais de ce dédale administratif, médico et social, on s'est posé plusieurs entreprises de diverses tailles, à travers une initiative, là aussi, Clésia et Agir Carco, a monté il y a quelques années, grâce à la loi PAC, une société civile d'intérêt collectif. C'est assez original comme nouvelle, c'était une des dernières spécificités juridiques de l'entreprise, auxquelles sont actionnaires les grandes parties prenantes, commencé par la Caisse des dépôts, la CNSA, bien évidemment dans les fondateurs, Agir Carco et nous-mêmes dans nos actions, pour finalement avoir cette base de données nationale qui permettent d'aider nos concitoyens. Ou directement dans les sites en marque blanche des départements, ou dans les intranets des grandes entreprises, ou tout à chacun par rapport à un certain nombre de collections, parce que vous le savez, en France, on a un dédale qui fait que le département A ne fait pas comme le département B, la communauté d'agglo X ne fait pas comme la communauté d'agglo Y, en matière d'aide, en matière de spécificité, un ARS A ne fait pas comme l'ARS B, et en matière de disposition de services, les choses ne sont pas connues face à cette transition de vie où vous tombez d'un seul coup aidant. Et donc, c'est développer cette structure Ma Boussole Aidant qui aujourd'hui équipe près de 20 départements avec un objectif d'équiper les 100 as soon as possible, première chose, qui aujourd'hui touche un peu plus d'1 500 000 personnes qui se connectent sur l'année dernière à ce site et justement montre finalement comment est-ce qu'on peut aider et employer finalement nos moyens et nos services dans ces dispositions. Le dernier point, à travers tous ces sujets-là, notre métier en tant qu'assureur d'intérêt général, c'est bien sûr de proposer un certain nombre de contrats de prévoyance et de santé. On a une spécificité dans notre métier de groupe non lucratif, d'avoir gardé une petite partie de nos primes pour faire en sorte que si la personne n'est pas dans une relation contractuelle parce qu'elle ne rentre pas complètement dans les clous, on va faire comme si. On va l'aider quand même. Et très clairement, par rapport à ces situations individuelles, on a tout un dispositif d'accompagnement qui peuvent, dans des cas qui sont liés à une incapacité, à une invalidité, qui sont proches de ces situations-là, ou des aides financières, et là aussi à travers l'Agir Carco qui a dans sa disposition, notamment l'accompagnement des retraités, sur toute cette stratégie du bien vieillir, sans pour autant créer de déficit sur les exercices futurs. Je fais un petit clin d'œil sur la retraite du régime général. Globalement, sur cet aspect-là, on fait notre job
Et globalement, on a un cercle vertueux qui fait que de le respirer en interne et le proposer en interne, finalement, on essaye d'être dans des processus d'amélioration continue en matière d'aidance. Je vais vous donner un exemple sur lequel on est le seul en France, en tant qu'entreprise. On avait besoin de 2 ressources pour 2 postes sur un développement qui est lié à un projet qui s'appelle la CSRD. Et donc, j'avais besoin de recruter. Et globalement, finalement, on a recruté 2 personnes. Une personne en situation de handicap grave et son aidant. Les 2 étant extrêmement compétents en matière de spécificité CSRD, donc qui produisent pour l'entreprise pour 2, pas pour 1 plus, vous voyez ce que je veux dire, mais sur lequel, à travers ce duo de compétences, en fait, on a pu aussi, finalement, créer cette logique d'aidance relationnelle entre 2 personnes qui produisent pour 2 dans l'entreprise. Voilà. Oui, donc l'aidant aide la personne aidée et les 2 travaillent pour l'entreprise. Enfin, vraiment, c'est très remarquable. Marianne Camoil-Berthomé, la Caisse des dépôts est un opérateur important avec différents clients. Vous gérez notamment le régime de retraite de tous les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, une retraite sur 5 en France. Quel type de produits proposez-vous ? Alors effectivement, la Caisse des dépôts, donc pas employeur, mais au travers de ses missions de service public, parmi les 3 axes stratégiques de la Caisse des dépôts, il y a la cohésion sociale et territoriale. Et donc, nous avons plusieurs types de métiers à la Caisse des dépôts. Celui d'opérateur de régime de retraite n'est pas le plus connu. Voilà, j'évoquerai d'autres métiers, notamment celui d'investisseur, parce qu'en fait, c'est à travers ces différents métiers qu'on agit aussi pour nos clients s'agissant de la politique de l'aidance. Alors effectivement, le métier d'opérateur de retraite, la Caisse des dépôts gère notamment le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, le régime de la CNRACL. Et comme les autres régimes de retraite, et c'est des sujets qu'on évoque de manière collective, et je vois Brigitte Pisa dans l'Assemblée, présidente de l'Agir Carco, avec qui nous avons aussi travaillé sur ces sujets-là dans le cadre de l'inter-régime, au niveau du passage à la retraite, la plupart des retraités seront ou sont déjà aidants au moment du passage à la retraite. Et donc il y a vraiment un enjeu de continuum entre le rôle de l'employeur et, j'allais dire, le rôle d'une caisse de retraite en termes d'accompagnement de la personne retraitée. Alors ça se traduit comment ? Ça se traduit notamment par la mobilisation du Fonds d'action sociale des régimes de retraite, avec des solutions de séjour répit pour les aidants. Le sujet du répit, on l'a vu, est un enjeu majeur et qui est un enjeu tout au long de la vie, c'est-à-dire à la fois quand l'aidant est salarié et puis de plus en plus quand il vieillit, parce que effectivement sa propre santé est un élément important. Donc la participation du régime de retraite au séjour aidant, et puis également le fait de pouvoir contribuer au financement d'aides ménagères, d'aménagement de l'habitat, ça contribue aussi à aider la personne retraitée dans son rôle d'aidant. Et pour ces initiatives, il y a ce que les régimes de retraite peuvent faire, chaque régime dans le cadre de son fonds d'action sociale, mais je pense que les initiatives inter-régimes, tout comme les initiatives collectives qui ont été mises en place par Ma Boussole Aidant, sont vraiment très intéressantes parce qu'en fait, tout le monde a les mêmes problématiques. Ce n'est pas parce qu'on est retraité fonctionnaire que c'est différent d'un retraité salarié. Et donc, il faut aussi qu'on puisse collectivement travailler sur ces solutions-là. On a eu une journée très intéressante à Bordeaux avec l'inter-régime retraite pour travailler justement sur l'accompagnement du bien vieillir avec des différents types d'ateliers. Et cet atelier aussi pour les retraités aidants doit faire partie des initiatives, et puis de pouvoir faire des ponts entre les initiatives, donc notamment par exemple la CNRACL puisse aussi être partie prenante dans le cadre de Ma Boussole Aidant. Ça permet d'avoir des dispositifs cohérent. Donc ça, c'est peut-être le premier métier, celui de l'opérateur retraite. Peut-être un deuxième métier, là on opère pour la CNSA qui a été cité, sur Mon Parcours Handicap, qui est donc une plateforme, un site internet visant à informer et aider les personnes en situation de handicap et leurs familles. Là aussi, on a une rubrique qui est une rubrique sur l'aidance, qui est enrichie régulièrement, qui permet de donner des informations sur les aides
les nouvelles aides du congé proche aidant et l'allocation journalière du proche aidant, sur l'allocation vieillesse des aidants, qui est quelque chose de nouveau qui a été mis en place dans le cadre de la réforme de 2023, les solutions de répit. Voilà, donc c'est aussi des choses sur lesquelles on est très attentif dans le cadre de notre travail avec la CNSA sur mon parcours handicap. Autre métier de la Caisse, celui d'investisseur. À travers notamment la Banque des Territoires. Et là aussi, c'est vraiment important qu'on puisse accompagner financièrement un certain nombre d'initiatives. On est effectivement dans un paysage très complexe. Les collectivités territoriales, qui sont un des premiers clients de la Banque des Territoires, s'intéressent et sont aux premières loges sur ces sujets-là. Les entreprises privées, associatives, et donc à travers les leviers à la fois de rentrer dans des capitales de petites entreprises ou de prêts, la Banque des Territoires travaille de plus en plus sur ces sujets, et notamment sur les solutions de répit, qui sont des solutions parfois assez innovantes. Et puis peut-être pour évoquer de manière un peu plus large le groupe Caisse des dépôts, j'ai à mes côtés La Poste, donc, qui appartient au même groupe. Il y a aussi des représentants d'Emeis, qui est un opérateur dans le médico-social et le soin, CNP Assurance, et donc tous ces acteurs-là développent aussi dans le cadre de leur activité, donc c'est des choses sur lesquelles on échange au niveau du groupe Caisse des dépôts, pour faciliter par exemple les solutions de répit, c'est le cas pour Emeis, pour faciliter aussi l'information des familles, tout ce qui est kit d'information et d'aide pour les familles pour lesquelles une personne peut être accueillie dans les établissements du groupe Emeis. Sur l'assurance, je pense que plusieurs autour de la table pourraient en parler, c'est aussi des éléments importants aujourd'hui dans les offres d'assurance dépendance. L'objectif, c'est d'aider beaucoup plus tôt, y compris en proposant du serviciel et de l'aide à l'aidance dans le cadre de l'assurance dépendance, ou d'avoir un certain nombre de solutions, comme Fil Assistance, par exemple, qui est développée par la CNP, pour justement donner un certain nombre de solutions. Voilà, donc les métiers sont variés, mais c'est aussi pour vous donner un peu un panorama de la manière dont on peut agir au service de cette cause. Karim El Ouatassi, à La Poste, vous êtes au plus près des personnes dans tout le territoire. Donc vous avez depuis 2017 le dispositif Veiller sur mes parents, et puis vous avez développé d'autres services, notamment la livraison de plateaux repas, qui est un outil de maintien à domicile. Voilà, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on partage dans le groupe Caisse des dépôts. Peut-être des spécificités de la Poste qui sont particulières. Tout à l'heure, je parlais de la transition territoriale, de la transition digitale, de la transition environnementale et puis de la transition démographique. Et là, on voit qu'il y a des rencontres entre ça, notamment la question des territoires. Des fois, il peut être extrêmement intéressant d'aller aider directement l'aider. Et c'est une manière aussi de soulager l'aidant de le faire. Alors, vous avez cité, effectivement, c'est un bon exemple, la livraison des plateaux repas, parce que l'alimentation est un facteur important, surtout quand l'aidé est une personne âgée. On sait qu'on peut avoir du mal à maintenir chez des personnes âgées peu autonome, une alimentation qui soit de qualité, régulière, etc. Et c'est un élément très important de la santé. Et on le voit, nous, à travers cette offre de livraison de plateaux repas, que ce besoin explose. En 2023, on a livré, en arrondissant les chiffres, à peu près 5 millions de plateaux repas en France. En 2024, c'était 10 millions. Sur Paris, par exemple, qui n'est pas un territoire très éloigné des possibilités de s'alimenter, on livre 2000 repas par jour. Sur Nice, vous comprenez pourquoi je prends cette ville en exemple, on est à 700 repas par jour. Et puis, on a des endroits plus éloignés, des territoires moins denses. Je pense à la Lozère, à la Corrèze, où là, on couvre... Alors, souvent, c'est les collectivités, d'ailleurs, dont vous parliez, qui, finalement, contractualisent avec nous pour qu'on les aide à apporter ce service. On a des solutions. Par exemple, en Lozère, c'est les cuisines de l'hôpital de Mende qui fabriquent les repas et c'est nos facteurs qui les apportent.
Et en Corrèze, il y a une expérience intéressante, je trouve, qui est que le département a choisi de faire une sorte de péréquation tarifaire, c'est-à-dire de permettre à chaque personne qui a besoin d'un repas, finalement, d'avoir ce repas au même prix. Et donc, on est la personne, le facteur, c'est la personne qui va amener la factrice, parce qu'on a plus de factrices que de facteurs, c'est la personne qui va amener ce repas. Et donc, ça, c'est un rôle vraiment au cœur. Effectivement, on a d'autres... On travaille sur d'autres choses qui, à mon avis, sont très utiles. Vous parliez de veiller sur mes parents, donc c'est une combinaison de téléassistance et de visite facteur et des choix possibles de combinaison des deux. On a aujourd'hui 10 000 abonnés sur ce service, donc c'est petit par rapport à la population française, mais ça commence à être significatif, c'est-à-dire on sent qu'il y a un besoin qui est là auquel on répond. Et puis on investit un domaine sur l'aider encore, dont on n'a pas encore parlé, qui est au début on a une question d'évaluation en fait de la situation de l'autonomie. On a notamment un programme de l'OMS qui s'appelle ICOP qui permet d'évaluer en fait les capacités qui existent, quel est le degré de perte d'autonomie et de mettre en place tout ce qui va autour. Et bien dans les territoires assez isolés, c'est le facteur qui, dans les départements expérimentaux, va aller aider la personne à s'auto-évaluer dans ses capacités physiques, mentales, etc., qui vont permettre ensuite de lui apporter la solution complète adaptée. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe au troisième point. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de la prise en charge des salariés aidants dans les entreprises et quelle évolution on pourrait envisager sur le plan législatif ou réglementaire? D'abord, on va commencer par les entreprises. Adil Beza, chez Sanofi, vous voulez travailler un statut d'aidant. Oui, on ne veut pas réinventer ce qui a commencé à marcher ailleurs. Et on s'était déjà inspiré de la Poste dans mon entreprise précédente, quand j'étais chez Nestlé, pour justement développer une reconnaissance de qualité de travailleur aidant. Je crois que c'est quelque chose qui mérite qu'on le remette sur la table chez Sanofi. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu et on l'entend encore aujourd'hui, et c'est le bienfait de ces tables rondes et de ces coalitions, c'est que structurer les démarches, avoir une approche consistante, être dans une position proactive, sécuriser et protéger les personnes autour de quelque chose qui soit reconnu par la personne mais aussi par l'organisation est un élément important. Il y a un critère d'information. Tout le monde n'est pas au courant de ce que l'entreprise, l'organisation met à disposition pour accompagner, malgré nos efforts sur la sensibilisation, malgré les formations que l'on peut apporter. Il reste encore, bien évidemment, je dirais, un lien très propre et très affectif à sa propre situation. Donc pouvoir accompagner nos salariés à être en sécurité et se sentir encore plus sécurisés par rapport à leur situation de vie professionnelle et personnelle est un élément sur lequel on continuera à fortement travailler. On l'a dit, ça représentera pratiquement 20% de l'effectif en situation d'aidance. C'est un enjeu majeur. Ça a des conséquences indirectes sur la santé physique, sur la santé mentale. On a mis en place des choses pour travailler la flexibilité du travail, pour travailler la sécurité financière, avec des maintiens de rémunération, avec des absences non rémunérées, mais des garanties d'emploi à retour après 12 mois. Il faut continuer à finaliser l'environnement dans lequel opèrent nos collaborateurs et à le structurer de plus en plus. Ça, c'est sur le point interne. Sur le point, je dirais, un peu plus externe à notre organisation, on est une entreprise de santé, on est drivé par faire en sorte que la vie de nos patients soit meilleure. On a aussi commencé à travailler autour de la sensibilisation, de l'acculturation auprès des associations de patients, pour pouvoir justement mettre à disposition de nos patients et de leur environnement et de leurs proches toutes les informations nécessaires pour les accompagner au quotidien, qu'ils appartiennent ou pas à l'entreprise. On ne doit pas s'arrêter là, on doit pouvoir impacter au-delà des frontières de l'organisation, et on voudrait continuer à renforcer ces éléments de sensibilisation, d'information, et d'apporter tous les éléments nécessaires au travers des associations de patients pour faire en sorte que chacun et chacune qui est en situation d'aider puisse le faire de la meilleure façon possible. Vous m'avez dit que vous réfléchissiez, vous vouliez travailler en interne à une RQTA. Donc,
RQTH et RQTA, donc reconnaissance de qualité de travailleurs aidants. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça serait sur le même principe qu'une RQTH. Je crois que beaucoup de monde connaissent la pertinence d'avoir une RQTH et tout le monde sait aussi que c'est pas forcément évident, que la démarche n'est pas évidente, qu'il y a des différences, et vous l'avez dit, d'une agglomération à une autre, d'un département à un autre. C'est un processus qui est long, qui est fastidieux. Pouvoir mettre en place un parcours simplifié en entreprise permettant à celles et ceux qui en ont besoin d'être reconnus et permettant à l'organisation d'avoir une approche proactive, d'avoir une approche directe auprès des salariés en situation d'aidance, en ayant la possibilité directement et encore une fois proactivement de pouvoir partager avec eux tout ce que l'entreprise fait, leur permet et les sécurise, ça sera une valeur ajoutée à apporter à leur situation. Ouais. Alors dans ce panel, on a beaucoup de très grandes organisations, très grandes entreprises. Chez Clésia, vous êtes, Christian Schmitt de la Berly, vous êtes particulièrement soucieux des petites et moyennes entreprises. Vous préconisez des actions au niveau de branche. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et je remercie encore Sybille Lemaire de nous avoir tous coalisés, entre guillemets, pour pousser ce sujet qui est un sujet pas de demain, mais un sujet presque d'hier dans ce dispositif. Mais force est de constater que dans notre panel, finalement, on est plutôt dans des ETI, des grandes entreprises. Et in fine, c'est 55% des salariés en France. C'est qu'est-ce qu'on fait des 45 autres pourcents, finalement, qui sont eux aussi aidants dans ce domaine. Donc notre logique est bien évidemment d'accompagner, et on parlait de flexibilité, de télétravail, etc., mais la TPE, ce n'est pas forcément sa capacité de le faire. Et donc comment est-ce qu'on peut trouver des solutions et mutualiser des sujets dans ce dispositif? On avait le CIRP qui avait fait un observatoire sur les salariés aidants qui avait expliqué que 74% des RH et des gérants de TPE sont favorables à la mutualisation de ces coûts et de cet accompagnement. Et donc, très clairement, notre démarche, et j'ose le croire dans ce bel amphithéâtre de Pierre Laroque, finalement créateur et fondateur des ordonnances de 45 sur la sécurité sociale, on puisse partir sur une initiative qui s'accompagne, y compris au niveau d'Astrid Panosian en la matière, c'est finalement de travailler à travers des accords de branche et de faire en sorte que, au-delà de ce que l'on fait, nous, spécialistes des assureurs de branche, sur lequel, là aussi, on accompagne à la fois la branche hôtel, café, restaurant, les TPE, les pharmacies d'officine, 2,5 salariés en moyenne, toutes ces petites entreprises à travers un certain nombre de kits. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin à travers des accords de branche qui quelque part, dans des problématiques de seniorité dans l'entreprise en matière d'allongement de la durée active, en matière de gestion finalement de l'accompagnement de la qualité de vie au travail, on peut avancer dans ce domaine. Alors aujourd'hui, il y a une branche qui l'a faite. Elle est plus que représentée ici, c'est la branche de l'industrie pharmaceutique. Alors vous allez me dire, oui, mais l'industrie pharmaceutique, c'est des boîtes qui sont entre 200 et 40 000 salariés. Donc, ce n'est pas des TPE. Mais quelque part, c'est aussi la démonstration, finalement, dans cette logique de mutualisation, que même entre entreprises de taille plus grande, voire très grande, on a besoin de ces sujets-là et d'avoir des accords qui accompagnent et qui ne sont pas contraignants, puisqu'on l'a compris, c'est vraiment préserver l'actif stratégique qui sont les hommes et les femmes de nos maisons face à un coût de cette aidance. Jean-Hervé Lorenzi, patron de la chaire Transition économique, transition démographique, émérite membre du Club Landois, avait très clairement fait chiffrer par ses spécialistes, le coût globalement à 8 milliards d'euros par an pour l'entreprise. Et donc finalement, on a intérêt, là aussi dans ces démarches de QVT et peut-être d'accord de branche demain, à pouvoir généraliser de plus en plus cet accompagnement finalement de l'aidance à travers un certain nombre de mutualisations qui doivent et qui peuvent dépasser la logique de l'entreprise parce qu'elle, pour 45% d'entre elles, est composée de TPE. Voilà. Merci. Marianne Kermoual-Berthomé, vous avez été chef du pôle social de la Première ministre Elisabeth Borne entre 2022 et fin 2023. Donc, ce sont des sujets sur lesquels vous avez travaillé.
Oui, alors, c'est des sujets sur lesquels les gouvernements successifs et les premiers ministres successifs travaillent et continuent de travailler. Peut-être ce que je voudrais dire, c'est que c'est une politique très interministérielle. Puisque ça concerne différents champs des politiques publiques, de la famille, la petite enfance, la santé, le handicap, la dépendance. Et donc, c'est vraiment un enjeu de mobilisation de tous les ministères et de tous les acteurs. Les aidants, ce n'est pas simplement pour des personnes âgées, vieillissantes, en perte d'autonomie. Ça peut être pour, évidemment, un enfant malade, une personne en situation de handicap, enfant ou adulte, en tant que parent ou en tant que conjoint, accompagner pour une durée limitée une personne victime d'une maladie ou d'un accident. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment appréhender de manière très large cette politique. C'est pour ça que ce qui a été défini en 2020 et qui a été reconduit en 2023, qui est le fait d'avoir une stratégie globale, agir pour les aidants. Il y a une première stratégie 2020-2022, une nouvelle stratégie nationale 2023-2027 qu'on a effectivement... Voilà, qu'on a effectivement porté avec le gouvernement d'Elisabeth Borne en octobre 2023 et qui évidemment se prolonge, qui a le mérite de pouvoir mettre en évidence ces différents axes et de mobiliser du coup l'ensemble des acteurs publics et privés et de pouvoir suivre, parce qu'on a vraiment un enjeu de pouvoir suivre la mise en œuvre des engagements qui ont été donnés dans le cadre de cette stratégie. Après, c'est une politique très vivante et qui fait intervenir plusieurs acteurs. Les entreprises doivent jouer tout leur rôle, mais je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Christian sur l'inégalité entre les petites et les grandes entreprises, qui est vraiment un sujet sur lequel on doit collectivement agir. Et en ce sens, il y a un dispositif qui ne fait plus la une de l'actualité, mais je voudrais en dire quelques mots parce que je pense qu'il avait beaucoup d'intérêt, qui est le compte épargne-temps universel, qui visait vraiment à pouvoir agir sur la gestion des temps tout au long de la vie professionnelle et d'être un dispositif pas que pour les grandes entreprises, parce qu'on sait que le compte épargne-temps, les jours épargnés sur le CET, c'est d'abord les grandes entreprises, mais de pouvoir être vraiment au bénéfice de l'ensemble des 30 millions d'actifs, de pouvoir être portable d'une entreprise à une autre, avec les mobilités professionnelles, on sait que c'est un enjeu majeur, et du coup, de pouvoir accompagner les parcours de vie et les parcours professionnels, de choisir de travailler plus à un certain moment de sa vie, de travailler moins pour aider un enfant, prolonger un congé maternité, pour aider un conjoint, pour aider un parent, et avec cet enjeu d'universalité de ce compte épargne-temps universel qui, dans sa logique et dans sa conception par les organisations syndicales, parce que l'idée, elle est venue de la CFDT et de la Banque des Temps, et puis elle a été ensuite travaillée, et puis le contexte politique fait que pour l'instant, il y a un temps d'arrêt, mais c'est vraiment une réponse qui est une réponse globale pour les danses, mais pas que pour les danses, pour la politique familiale et dans un contexte d'enjeux démographiques et de natalité, c'est aussi un élément important. Et le fait de pouvoir épargner des jours, les rendre portables d'une entreprise à une autre, les utiliser soit pour du temps, soit pour de la formation, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il y aurait un intérêt à pouvoir remettre ce sujet sur la table et pour répondre notamment à la question d'égalité des petites et des grandes entreprises. Et puis la volonté aussi, c'est une volonté sociale de pouvoir, sur les 40, 42, 43 années de travail, choisir ses temps. Et donc, il y a des moments où on peut, où on souhaite travailler plus, et d'autres où on ne peut pas, où on ne souhaite pas travailler autant. Très bien. Merci beaucoup. On a commencé à aborder les différents sujets. Je pense que le reste de la matinée va permettre de creuser encore des questions. Je passe la parole à Sybille. Merci beaucoup.